Bien, monsieur, mes chers collègues, donc nous recevons le docteur Marc Hung, qui est président de l'Union nationale des médecins à exercice particulier. Notre réunion d'aujourd'hui, monsieur, n'est pas ouverte au public. Un compte-rendu en sera publié avec le rapport. Est-ce que vous me confirmez que vous avez donné votre accord pour que cette audition fasse l'objet d'une captation vidéo, pour que cet enregistrement soit éventuellement par la suite accessible sur le site du Sénat? Je précise à votre attention que notre commission d'enquête s'est constituée à l'initiative de M. Jacques Mézard, qui est aussi notre rapporteur. Je vais maintenant, et conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander, monsieur, de prêter serment. Je précise, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, -14 et -15 du Code pénal. Monsieur Marc Hung, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Je le jure. Ainsi que vous en avez été informé, monsieur, notre audition est prévue pour durer 45 minutes. J'en informe aussi mes collègues sénateurs. Je vous invite donc à prononcer un court exposé introductif, puis notre collègue Jacques Mézard et les sénateurs présents, membres de la commission, vous poseront quelques questions et je vous donne volontiers la parole. D'accord. Bon, d'abord, je me présente, puis je présente ce que c'est l'UNAMEP. C'est ça que vous attendez, je suppose. Donc, je suis Marc Hung, donc installé dans Lot-et-Garonne depuis 32 ans, en tant que médecin acupuncteur, donc classé comme médecin à exercice particulier. Je suis syndiqué depuis une quinzaine d'années et président de l'Union nationale des médecins à exercice particulier depuis 5 ans à peu près. L'Union nationale des médecins à exercice particulier est un sous-groupe de la CSMF, qui est le syndicat national représentatif d'un syndicat polycatégoriel, le plus grand, qui est représentatif des médecins. Alors, disons, ce que j'en sais sur la question, puisque ça concerne les sectes, j'avoue que mon action syndicale ne m'a jamais amené dans ce champ-là. Bon, j'ai ouï dire, comme tout le monde, entre les faits divers et autres, mais je n'ai jamais été confronté directement. Sauf peut-être à titre personnel dans mon exercice auprès de patients qui sont dans ces domaines-là, et voilà, occasionnellement, ou alors dans les discussions avec mes confrères. Voilà ce que je peux, pour le moment, ce que je peux en dire. Merci. Donc on va passer directement la parole à monsieur le rapporteur, qui va vous poser les questions. Merci, Monsieur le Président. Docteur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les médecins à exercice particulier, c'est-à-dire combien y en a-t-il en France, quel type d'exercices sont pratiqués, est-ce qu'il y a eu une évolution ces dernières années dans l'évolution du nombre de praticiens, dans le type d'exercice libéral ou hospitalier? Alors, vu l'angle un peu particulier de votre enquête, le mot exercice particulier peut prêter effectivement, ça peut être péjoratif. Mais bon, pour nous, on est classé exercice à particulier parce que simplement au niveau administratif, sécurité sociale, bien entendu, on a des actes particuliers. Donc, sinon, au point de vue population, on avait estimé à environ, j'avais fait les recensements il y a 4-5 ans, quand j'avais pris la présidence, on avait estimé à 20% des médecins. Ceux qui le font vraiment, déclarés, etc., 10-15%. Ceux qui le font comme ça, comme petit accessoire dans leurs exercices de médecine générale, ou même chez les spécialistes, il y en a bien 30-35%. Voilà. Et ça se centre essentiellement au niveau acupuncture, homéopathie, ostéopathie. Mais il y a un autre groupe de médecins à exercice particulier que sont
par exemple les angiologues, les allergologues, les endocrinologues qui sont classés comme exercices particuliers, qui font partie de notre groupe. Alors la CSMF rassemble, l'UNAMEP est une petite sous-branche de la CSMF parce que statutairement, la CSMF ne peut pas avoir autre chose que des généralistes ou des spécialistes. Ce qui fait que, bon, on a aussi bien des cotisants qui cotisent chez les spécialistes que des cotisants qui cotisent chez les généralistes, mais qu'on regroupe chez les MEP. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Pas tout à fait par rapport à l'évolution des conditions d'exercice entre libéral, hospitalier. Alors, ça a bien évolué parce qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture paradoxalement de la médecine en général, c'est-à-dire beaucoup de gens pratiquent toutes ces activités, ces médecines dites complémentaires. Il y en a de plus en plus. Par contre, il y a cette ouverture qui nous inquiète, c'est l'ouverture vers les non-médecins. Hein, c'est toutes ces formations d'ostéopathie ouvertes aux non-médecins, toutes ces formations d'acupuncture, d'homéopathie qui sont ouvertes aux non-médecins. J'avais fait un article il y a 2 ou 3 ans en communiqué de presse disant que, bon, que ça arrangeait peut-être que le gouvernement, que les non-médecins fassent de la médecine, comme ça coûtait moins cher à la Sécu. C'était un peu mon... Voilà. Non, mais par rapport au secteur hospitalier, est-ce qu'il y a une entrée de vos confrères dans le secteur hospitalier par rapport à cet exercice? Alors oui, j'ai d'ailleurs, depuis 5 ans, je suis attaché en acupuncture à la maternité de l'hôpital de Villeneuve. Donc du coup, effectivement, j'ai un exercice, j'ai 2 vacations par semaine, un petit exercice hospitalier. Et de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des ouvertures, aussi bien en cancérologie, par exemple, et en obstétrique plus particulièrement. Alors, au point de vue fonctionnement aussi, comment se répartit habituellement l'exercice de vos adhérents entre secteur 1 et secteur 2? Alors, j'avoue que moi, je suis personnellement du secteur 2, mais la majorité des adhérents maintenant sont du secteur 1, parce qu'il y a de plus en plus... tous arrivent à mon âge et que plus personne ne peut rentrer en secteur 2, et que bon, le secteur 2 va mourir de sa belle mort, je suppose. Donc, pour moi, je ne sais pas si l'histoire des secteurs a vraiment de l'importance, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le type de thérapie pratiquée par les médecins à exercice particulier? Parce qu'on a bien compris que l'éventail était large et que, y compris certaines disciplines que vous venez de citer, sont dans le secteur à exercice particulier. Déjà, à titre personnel, je me suis orienté vers la médecine un peu par hasard parce que je voulais être pilote de chasse. Donc, ça n'avait pas grand-chose à voir. J'ai fait les classes préparatoires, et puis médicalement parlant, j'ai eu des problèmes, et donc j'ai dû me réorienter. Voilà, donc j'étais très curieux de tout. C'est un domaine vraiment que je ne connaissais pas du tout, auquel je n'y avais jamais pensé. Donc quand j'ai commencé à exercer la médecine, je voulais... pratiquement tous les ans, j'avais ma carte d'étudiant pour tel diplôme, tel DU, tel DIU, etc. Et donc j'étais curieux de tout. Et c'est là où d'ailleurs je disais en petite expérience personnelle que j'ai été un peu confronté aux sectes. Parce que par exemple, je me suis intéressé aux psychothérapies. Donc j'ai passé un diplôme de psycho, j'ai passé un diplôme de sexologie. Et je suis tombé un jour sur un article disant, il y a une technique de reprogrammation psychologique qui marchait très bien, qui rendait beaucoup de services aux patients, etc. Et donc il y avait un gros bouquin que j'ai acheté qui s'appelait la Dianétique. Donc voilà, à l'époque je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai lu et j'étais vraiment très, très épaté, impressionné. Voilà, ça d'ailleurs, ça m'a fait venir la réflexion que justement, ce qui nous manquait dans notre formation de médecin, c'est justement peut-être une formation sur toutes ces choses parallèles, toutes ces choses, ou peut-être ces techniques de commerciales ou de manipulation auxquelles on est soumis, parce que on est un public qui peut être très valorisant pour eux. Hein, maintenant, les médecins qui font partie de ces groupes-là ne s'en vantent pas. Maintenant, ils savent être prudents. Mais
ça valorise beaucoup, ça leur donne beaucoup de légitimité pour recruter d'autres personnes. Donc, moi, je trouve que ce serait bien que dans la formation initiale de nos étudiants maintenant, qu'il y ait un minimum d'heures de cours là-dessus. Oui, par rapport à ma question, quel type de thérapie Alors, donc, des thérapies. Donc, ça commence par le premier que je fais, donc, c'est l'acupuncture. J'ai répertorié quand même dans le groupe des MEP, j'avais dans ma base de mailing 1500 noms d'acupuncteurs, de médecins. Donc, le plus gros des populations des MEP, c'est les acupuncteurs, les homéopathes. Ensuite viennent les ostéopathes. Ensuite, après, vous avez ceux qui sont MEP spécialistes, genre allergologues, endocrinologues et médecins vasculaires. Après, vous avez des MEP psychothérapeutes, et j'en suis aussi, parce que j'avais passé un diplôme. Et vous avez des MEP de médecine esthétique, qui sont un peu hors champ sécu, mais qui sont classifiés. J'ai un de mes vice-présidents qui est médecin esthéticien. Voilà. J'en ai peut-être oublié, mais je ne suis pas peut-être complètement exhaustif. Sexologue aussi, puisque j'ai passé aussi diplôme de sexologie, voilà, entre autres. Bonjour. Excusez-moi. Et la sophrologie, hypnose, tout ça, vous n'en avez pas? Dans nos formations en psychothérapie, effectivement, on a un certain nombre de techniques qu'on a appris qui nous servent. Hein. Donc, j'ai fait aussi donc, une formation d'hypnose ericksonienne, de PNL. C'est là où j'ai compris un certain nombre de techniques de manipulation des sectes. Mais là, dans ces formations qui sont réservées aux médecins, faites par des médecins et dans un cadre universitaire, c'était quand même à but éthique. Donc, c'était des outils que je trouve effectivement redoutables, mais intéressants, qu'il faut connaître. Voilà, donc je pratique effectivement ces techniques d'hypnose dans le cadre de certaines psychothérapies. Vous nous avez dit pratiquement en introduction que vous aviez été confronté au phénomène de dérive sectaire chez des confrères et des patients. Dérive, non, pas vraiment. Disons, j'ai eu des patients qui font partie des sectes, qui ont laissé des prospectus dans ma salle d'attente, que j'ai éliminé rapidement, bien entendu. Mais bon, ils n'ont pas récidivé, ils n'ont pas... Par contre, j'ai un confrère qui m'a raconté une anecdote quand même, où quand il était jeune, installé, où il y a eu effectivement un patient qui dit « Ah, docteur, c'est formidable ce que vous faites, venez nous expliquer ça. Donc, venez nous faire une conférence sur l'acupuncture. » Bon, ça, c'est une technique d'approche qui valorise le médecin. Ah, oui, petit à petit, je crois que ça peut être aussi un piège pour le médecin. Voilà. Mais est-ce que vous considérez que ces thérapies peuvent amener chez certains confrères ou hors du corps médical des problèmes? Pour moi, je ne crois pas que les thérapies en elles-mêmes, ce sont elles qui pas amènent... les thérapies, mais voilà. L'utilisation. Voilà, c'est l'utilisation, mais ça c'est comme tout, c'est comme celui qui se sert du couteau pour planter son voisin, alors qu'il sert à couper la viande, disons. Hein. Donc c'est un outil efficace, utile, là, quand c'est entre de bonnes mains. Pardon? Non, excusez-moi. Bon, et alors, question, je dirais, simple pour quelqu'un qui n'est pas médecin comme moi. Comment se passe, je dirais, la reconnaissance du fait que ces médecins ont les compétences nécessaires? D'abord, déjà pour adhérer au syndicat et par rapport aux patients. Disons, avant de pouvoir afficher quand même leur pratique, disons, ils ont quand même normalement nécessairement une formation
la plupart du temps universitaire, pas toujours parce que toutes les disciplines, par exemple l'hypnose au départ n'a pas été enseignée à l'université. Donc j'ai fait ça dans un institut privé, l'Institut Milton Erickson de Paris, mais ça a été fait par un psychiatre hospitalier, un ancien hospitalier, enfin donc dans un environnement de médecins et psychologues. Et d'ailleurs, il avait refusé l'inscription des non-médecins. Donc, donc ça présente un certain nombre de garanties pour moi. Hein, et que tout cela, ce sont des outils que je trouve très intéressants, très importants à connaître, parce qu'ils sont efficaces, ils sont utiles, ils rendent beaucoup de services aux patients. Le problème, c'est comme ces mêmes outils, comme la PNL par exemple, a été approprié par les commerciaux, ou qui, dans la pub, nous tournent en bourre, ou disons, nous roulent dans la farine, par certaines techniques de manipulation mentale. Programmation neurolinguistique. C'est une technique qui dérive de l'hypnose ericksonienne. Donc Milton Erickson, c'était un psychiatre américain qui a mis au point une technique qui, au départ, il faisait de l'hypnose classique où il endormait le patient, etc. Puis après, c'est une technique où on part sur le principe que l'hypnose, c'est simplement un état de conscience modifié où, à un moment, mon esprit est dissocié en deux. Mon conscient est en train de faire quelque chose, mon inconscient entend autre chose. Hein, quand vous sortez de chez vous, vous avez appris une nouvelle grave, vous êtes arrivé au boulot sans vous dire tiens, je suis déjà arrivé, quelle route j'ai pris. Voilà, vous étiez en état d'hypnose. Bon, ben, c'est un peu ça, hein, de l'hypnose ericksonienne. C'est une technique qui permet de communiquer ou de recadrer, de réajuster la vision des patients. Mais si on essaie de recadrer la vision des patients, c'est parce qu'ils sont dans une problématique, ils sont venus nous demander notre aide. De but en blanc, je ne fais jamais une psychothérapie ou une séance d'hypnose, c'est quelqu'un qui ne m'a rien demandé. Donc voilà. Donc on se centre sur un problème, une problématique, puis on définit quelle est la technique qui nous convient le mieux. Donc pour moi, l'hypnose, par exemple, est un outil intéressant pour recadrer, pour modifier certains schémas mentaux de fonctionnement. Oui, mais vous nous avez indiqué tout à l'heure que il y avait pratiquement 25 ou 30% des médecins généralistes qui, même occasionnellement, recouraient à certaines de ces techniques. Ils sont formés comment, ceux-là? Alors donc, dans cette grosse majorité de médecins, surtout généralistes, qui font occasionnellement, ces techniques-là, bon, ce sont essentiellement des techniques qui concernent l'acupuncture, l'homéopathie, surtout l'homéopathie. Je sais que bon, ils sont formés dans les écoles. Maintenant, il y avait des DU d'homéopathie, mais avant, c'était des écoles privées qui sont un peu qui ont été créées par les grands laboratoires d'homéopathie pour former les homéopathes. Voilà. Mais finalement, ça veut dire que un médecin qui souhaite recourir à ces techniques n'a pas besoin de justifier d'une formation. Non, jusqu'à maintenant, sauf s'il veut le mettre sur sa plaque, il doit le justifier, parce que le Conseil de l'ordre, voilà. Sinon, tout le monde, le médecin généraliste, par définition, c'est un omnipraticien, ça veut dire qu'il peut utiliser tous les outils thérapeutiques qui sont à sa matière. Donc, le fait simplement d'essayer de faire persuader son patient de s'arrêter de fumer, ça fait partie d'une manipulation. Hein. Donc, puisqu'on parle de l'intervention brève qu'on essaie de faire, par exemple, c'est une technique de psychothérapie. Donc, voilà. Donc, après, ça dépend plus du médecin que de la technique. Et selon vous, comment s'effectue l'arbitrage entre ce qui peut être pris en charge par les thérapies alternatives ou complémentaires et ce qui relève de la médecine dite classique? Est-ce qu'il y a des moments où... Toujours. Hein. Moi, je me considère et je me déclare comme médecin généraliste. J'ai des patients que je suis pour hypertension, diabète, etc. etc. Donc,
accessoirement, même le jour où mon patient, dont je suis le médecin traitant que je suis pour diabète, a un problème psychologique quelconque, en général, je ne prends pas plusieurs casquettes à la fois, je l'adresse à un confrère, psychiatre ou psychologue. Voilà. Mais par contre, j'ai des patients qui me sont envoyés par les confrères pour sevrage tabagique par hypnose ou par problème de sexologie ou bien problème de dépression pour psychothérapie. Parce que le patient soit refusé les traitements antidépresseurs, soit enfin, ça n'a pas marché ou bien ce n'était pas suffisant. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas. On sent quand même un relatif engouement pour un certain nombre de ces techniques. Comment vous l'expliquez? Je parle des patients, je ne parle pas des médecins, on pourra y revenir. Je crois que les médecins aussi, mais ils ne crient pas trop sur le toit. Parce que je sais que, par exemple, je vois passer pas mal de confrères qui, jusqu'à maintenant, dans mon petit coin de Villeneuve-sur-Lot, qui étaient des généralistes purs et durs, je vois passer de leurs ordonnances avec des tubes d'homéopathie. Donc, et j'ai appris par ailleurs qu'ils avaient suivi la formation après. J'ai appris incidemment qu'ils avaient suivi la formation. Donc, les médecins aussi. Sinon, pourquoi le Oui, public... mais les raisons peuvent être différentes, au moins partiellement. Tout à fait. Peut-être le médecin pour ratisser large, ou alors c'est parce que bon, il a été convaincu quand même, il a vu que certains de ses patients revenaient mieux soignés ou étaient en meilleur état. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Voilà. C'est dit pour les patients. C'est que bon, il y a bien sûr toujours un peu cette part dans des techniques qui ne sont pas connues, hein, cette part peut-être du magique que le patient recherche. Sinon, quand même, dans ma clientèle ou chez des gens que je connais, les clientèles des confrères, qui sont en homéopathie, par exemple, ben, quand même, dans la grande majorité, ce sont des gens qui se prennent mieux en charge parce qu'ils se documentent, etc. Et que pratiquement, les rhinopharyngites, ils ont tout. Alors que le patient classique vient vous voir pour son ordonnance d'antibiotiques, etc. Alors que le patient qui a l'habitude de l'homéopathie, je ne le vois pas de l'hiver. Voilà, donc je trouve que, bon, ben, je ne sais pas si c'est grâce à l'homéopathie, mais enfin, ils se prennent mieux en charge souvent. C'est une excellente réponse. Bon, ça me va. Madame de Roche, vous souhaitiez poser des questions? Oui, vous avez évoqué le fait que ces techniques, cet exercice particulier soit réservé aux médecins. Comment votre syndicat a pris la publication du Centre d'analyse stratégique? Ben, assez mal. Première question. Assez mal. J'ai voulu monter au créneau, j'ai failli demander un rendez-vous auprès de la dame qui s'occupait de ce truc-là. Effectivement. Mais bon, ça revenait. J'ai fait passer un communiqué de presse en protestant que c'est cette tendance à faire de la médecine aux non-médecins. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'ils analysent que tout ça, ce serait bien, que ce sont des techniques qui sont intéressantes, c'est même recommandé par l'OMS, mais à titre d'économie. Hein, c'est-à-dire que l'OMS recommande parce que ce sont des techniques qui ne sont pas chères, qui peuvent être faites par presque tout le monde et qu'effectivement, il y a peu de risques. Ce qui fait que, bon, effectivement, c'est un moyen économique, mais pas un moyen sans risque si le patient, ou alors s'il est pris en charge par n'importe qui. Ça, c'était ma première question. Sur la deuxième question, même si bon, cet exercice particulier est réservé à des médecins, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment dans la formation, peut-être dans les DU tels qu'ils sont pratiqués, qu'il y ait justement cette pénétration dans ces formations là de dérives sectaires au niveau de la formation ou au niveau des personnes qui dispenseraient la formation ou, comment vous voyez notamment en formation initiale des médecins la mise en place
d'une sensibilisation à toutes ces formes d'exercice. Ça, c'est ma deuxième question. La dernière, j'ai vu que vous n'étiez pas pilote de chasse, mais vous avez un CES de médecine aéronautique. Je me suis consolé en étant pilote privé. Alors donc oui, je réponds. Donc bon, la première question, je crois que j'avais répondu. Comment oui. les sectes, Voilà. enfin les dérives sectaires, Ils peuvent pouvaient s'introduire dans la DU? formation. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai fait vraiment un paquet de formations aussi bien universitaires que non universitaires par curiosité simplement. Quand un patient me dit tiens, j'ai telle formation, j'ai vu tel guérisseur, il m'avait fait telle technique qui m'a fait le plus grand bien, je suis allé voir. Donc et puis bon, mais il y avait certains effectivement qui avaient une apparence de gourou possible, mais on les voit très rapidement, on les détecte assez rapidement. Pour le public, par contre, c'est plus difficile. Sinon, je ne pense pas qu'au niveau universitaire, les DU, les DIU, on est quand même un monde où on se connaît tous plus ou moins, entre thérapeutes, entre psychologues, entre psychiatres, etc. Et dans le domaine universitaire, on a assez rapidement la réputation d'un tel ou d'un tel. Donc s'il était vraiment orientation sectaire, on le sait assez rapidement. Donc je ne pense pas qu'il y ait de pénétration vraiment possible, ou en tout cas facile, dans le domaine de la formation. Par contre, c'est après, comme je l'ai dit, je pense que c'est, comme vous l'avez évoqué, qu'il serait intéressant justement de mettre en garde nos jeunes, parce qu'ils ne possèdent pas tous les outils peut-être pour se prémunir contre certaines manipulations mentales. Monsieur Roche. Oui, en fait, et vous venez de répondre à la question que je voulais poser, parce que j'ai été frappé par quelque chose, c'est qu'on n'est pas là pour juger de la qualité ou non d'un type de thérapeutique. On est là pour rechercher les dérives sectaires qui peuvent arriver à l'occasion des pratiques de ces thérapeutiques. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je voyais les choses en voyant des thérapeutes qui étaient les portes ouvertes pour entrer dans une secte ou dans une dérive sectaire. Et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le processus peut être totalement inversé. C'est-à-dire qu'une secte fait venir un thérapeute, lui demande de faire une conférence et peu à peu amène le thérapeute dans sa... Moi, en tout cas, j'ai vu au moins 2 fois. Oui, mais ça, je trouve que c'est une approche qui est nouvelle, qui est intéressante et qui nous a interpellés. Mais vous avez un peu répondu, puisque ce que je voulais, ma question, c'était de dire, est-ce que au sein de votre association, il y a une mise en garde extrêmement sévère, précise, sur ce risque que des thérapeutes peuvent être manipulés par une secte et qu'ils soient très vigilants. Mais vous y avez un peu répondu par la question, voilà, par votre réponse à Mme de Roche. La demande au niveau de la formation initiale surtout. Parce que c'est vrai qu'au niveau formation continue, je suis aussi investi depuis une dizaine d'années dans la formation continue des médecins. Donc je suis président de l'AFORMET, l'association de formation des médecins à exercice particulier. Et on vient de réussir à obtenir l'agrément des dossiers FAF, de fonds de formation, sur 2 dossiers d'homéopathie, en cancérologie et en suivi de grossesse. Donc voilà, donc dans la formation continue, on s'y investit, mais là où on n'y a pas accès, c'est la formation initiale qui est donc qui est sous la coupe de nos mandarins. Madame Génisson. Oui, les questions tournent toujours autour des mêmes sujets et je reprendrai un peu la question de Madame de Roche. Sur le sujet de la formation initiale, vous avez indiqué qu'il était important de sensibiliser les jeunes, enfin les étudiants en médecine, sur ces questions des médecines particulières, l'apprentissage. Alors, comment concevez-vous cet enseignement? Est-ce que c'est l'enseignement de ces techniques particulières, enfin, de façon évidemment généraliste peut-être, ou est-ce que c'est la sensibilisation de ces étudiants en médecine au fait qu'il faut être vigilant que ces propositions de médecine particulière puissent amener à des dérives sectaires? Puis deuxième question, vous avez indiqué que vous avez été comment dire, reconnu sur l'enseignement de l'homéopathie en cancérologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette question? Reconnu, non, j'avais monté un dossier de formation pour l'utilisation des techniques homéopathiques dans les traitements d'appoint. Ah, d'appoint.
d'appoint. D'accord. Oui, bien sûr. Oui. Ça ne remplace Non, mais pas. parce que vous avez été un peu lapidaire de votre expression. D'accord, mais c'est quand même oui, donc ça s'appliquait spécifiquement au domaine de cancérologie quand même. Voilà. Pardon, fallait le préciser alors que je le précise. Monsieur, vous avez répondu aux questions de Madame Génisson? Alors attendez, oui, Sur la première partie, est-ce que c'est comment dire, un devoir d'alerte qu'il faut donner aux étudiants en médecine ou est-ce qu'il faut les former à l'homéopathie ou l'acupuncture, non. Voilà. D'alerte, oui. Hein, je pense que d'alerte non seulement au niveau, disons, dire ce que c'est déjà, de leur donner une vision d'ensemble, comment fonctionne, comment peuvent se faire un raisonnement d'homéopathie ou d'acupuncture, qui peut paraître ésotérique, par rapport à d'autres raisonnements ésotériques qui peuvent être plus sectaires. Et peut-être leur donner des outils pour trier le bon grain de l'ivraie. Monsieur le rapporteur voulait vous reposer une question. Oui, Monsieur le Président, par rapport quand même à la détermination des techniques que vous acceptez, parce que bon, vous avez une organisation professionnelle avec des adhérents. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si un médecin pratiquant la fasciathérapie veut adhérer? Disons, bon, la fasciathérapie, je ne la connais pas. Moi, je sais certains que je connais des kinés qui font de la fasciathérapie, hein, et dont j'en suis content. C'est-à-dire que j'envoie des patients chez le kiné qui fait de la fasciathérapie. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais comme j'ai des patients qui sont venus me voir en disant « je suis allé voir monsieur kiné, machin, et que bon, il m'a vraiment fait du bien », ma foi, moi, là, je ne porte pas de jugement. Par contre, des niveaux professionnels, hein, le syndicat n'est pas placé pour valider ou non un diplôme ou une technique particulière. Hein, c'est le travail du Conseil de l'ordre. C'est-à-dire que tout médecin, parce que vous n'avez comme adhérents que des médecins, c'est-à-dire oui. des femmes et des hommes inscrits au Conseil de l'ordre. Tout à fait. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Mais pour qu'ils puissent adhérer chez vous, si vous me permettez l'expression, elle n'est pas péjorative, il n'y a aucun tri, c'est-à-dire que si un médecin adhère en faisant, j'ai pris l'exemple de la fasciathérapie, mais nous pouvons, si un médecin dit je fais de l'endobiologie, oui, vous le laissez adhérer? Il peut faire ce qu'il veut du moment que le Conseil de l'ordre, parce qu'un syndicat médical, c'est un syndicat professionnel qui est là pour défendre l'intérêt de la profession. Et bon, à moins qu'on décèle peut-être vraiment des dérives sectaires, mais là on le signalerait. Hein, mais vous avez envie d'aller adhérer à la CGT, personne ne vous empêchera de payer la cotisation de CGT. La comparaison, je n'ai pas encore essayé. Hein, mais... non, mais du moment que vous leur apportez une cotisation, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Non, mais monsieur, voilà. Nous sommes... Bon, vous êtes sérieux, vous apportez des réponses sérieuses aux questions que nous vous posons. Vous voyez bien quand même où est le problème. Tout à fait, mais j'essaie de dire que le syndicat ne peut pas demander à tous les médecins leur diplôme. À partir du moment où ils sont inscrits au Conseil de l'ordre, qu'ils ont droit à exercer, ils prennent leur cotisation chez nous ou chez un... ils sont adhérents chez nous. Voilà donc. Oui, d'accord, mais écoutez, si vous avez un médecin qui veut adhérer chez vous, en indiquant qu'il adhère chez vous, exercice particulier, avec un exercice tellement particulier que vous savez pertinemment que soit c'est du charlatanisme, soit ça a un lien avec des dérives sectaires. Vous faites quoi? Là, effectivement, je refuserai son adhésion. Mais d'abord, c'est pas moi qui vais le refuser, parce que normalement, disons, l'UNAMEP, c'est une unité nationale, donc les adhérents payent leur cotisation au syndicat départemental. Hein, donc, ça doit être Garonne, etc., etc. Et donc, c'est la confédération syndicale. Voilà, eux, ils font remonter à la après. Donc, j'ai aucune idée exactement de ce que font tous mes adhérents. Effectivement, quand il y a des cas particuliers, ceux qui ont des difficultés, des problèmes, ils remontent directement vers le national, c'est-à-dire vers moi pour me poser des questions. Mais honnêtement, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de questions.
Je ne sais pas si notre rapporteur adhère à la CGT, mais je pense qu'il veut adhérer à un syndicat des rapporteurs malheureux. Madame Desroches. Oui, c'est un peu pour compléter la question. Moi, ce que j'ai compris au début de votre intervention, c'est que l'exercice particulier était disons, lié au statut que la caisse, enfin que la sécurité sociale donne à cet exercice. Et justement, est-ce que dans le cadre de ce lien qui existe avec la sécurité sociale, dans la forme d'exercice, est-ce qu'il y a justement une sorte de nomenclature de spécialité bien précise qui permet de dire tel médecin qui pratique de la homéopathie, de l'acupuncture, de la sexologie relève de l'exercice particulier, mais est-ce que cette liste est bien limitative et pas ouverte comme ça à toutes des pratiques Disons, là, depuis l'année dernière, je fais partie de la commission de travail paritaire au niveau du Conseil national avec la Caisse nationale sur le groupe de travail des médecins à exercice particulier. Donc effectivement, c'est ce qu'on était en train d'essayer de faire depuis l'année dernière, d'essayer de savoir qui fait quoi, en gros. Mais on a fini par arriver à la conclusion qu'on ne peut que se fier au déclaratif du médecin. Parce que, bon, les diplômes éventuels, ça doit être validé par le Conseil de l'ordre, donc ça ne s'affiche pas obligatoirement tous les pratiques particulières. Donc, ce qui fait que c'est inidentifiable. Donc, au niveau cotation sécurité sociale. Donc, le médecin généraliste prendra un C, une cotation C, comme une consultation, que ce soit pour une séance d'hypnose, une séance de psychothérapie ou une séance de mésothérapie. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions à poser au docteur Hung? Non? Mais monsieur, on a fait pile poil les 45 minutes. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Et bon retour Merci. à Villeneuve.